Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous proposé à l'approche du Salon Franchise Expo Paris qui se tiendra du 15 au 17 mars prochain à Paris, porte de Versailles, au sein du Hall 1. Vous êtes prêts à passer le cap de l'entrepreneuriat et la franchise vous séduit certainement, mais avant de vous rendre sur le salon en mars prochain, vous vous interrogez certainement sur le choix du secteur d'activité, mais aussi sur la manière de financer votre projet entrepreneurial. On le sait, la question du financement est primordiale pour devenir entrepreneur, mais qui dit financement dit forcément apport personnel, et justement tout le monde n'a pas un apport personnel considérable pour se lancer. Comment donc concrétiser son projet entrepreneurial avec un apport de moins de 50 000 €? C'est cette question qui nous animera aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Cécile Pesquine, avocat associé au sein du cabinet Linkea, dédié à l'accompagnement de franchiseurs, Audrey Allien, DRH régional franchise au sein de Carrefour, et Lionel Dingian, directeur général de Mailboxes, etc. Bonjour à tous les trois. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça peut paraître un peu flou, mais concrètement, quand on dit apport personnel, qu'est-ce qu'on entend ? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition juridique de cette notion d'apport personnel, mais c'est un vocabulaire qu'on va retrouver de manière très fréquente dans les documentations fournies par les réseaux de franchise qui sont à la recherche de futurs franchisés. Et cette notion d'apport personnel se définit comme suit. C'est la capacité d'un porteur de projet à mobiliser une certaine somme d'argent pour mener à bien son projet. Généralement, c'est l'argent qu'on a pu épargner et qu'on peut mettre en apport personnel auprès de la banque pour obtenir un financement. Mais ça n'est pas que ça. C'est également la somme que l'on va pouvoir bloquer sur un compte pour générer un fonds de roulement qui va être l'argent qui va servir à financer le projet en complément du financement obtenu auprès de la banque. La question du financement est toujours un sujet prégnant dans l'entrepreneuriat, surtout dans des contextes difficiles comme on peut le vivre aujourd'hui. Comment trouver les sources de financement et finalement, qu'est-ce qu'on appelle un faible apport ? On a mis la barre pour ce webinaire à moins de 50 000 €, mais est-il possible d'entreprendre avec un faible apport ? Il est possible d'entreprendre avec un faible apport. Tout va dépendre en fait du coût du concept que l'on souhaite exploiter. Certains concepts ne requièrent pas, on le verra tout au long de cet échange, un emplacement numéro 1, donc ne requièrent pas d'acheter un droit au bail, d'acheter un fonds de commerce, et on peut se lancer avec quelques milliers d'euros. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on peut se lancer avec 1 euro ou moins de 1 000 €. Je pense que ça paraît un petit peu présomptueux, mais on n'a pas une obligation d'avoir un apport personnel trop important. Sur cette notion d'apport personnel, il faut aussi savoir que parfois, le candidat franchisé n'a pas lui-même la totalité de l'apport personnel, mais qu'il va se le faire prêter par un proche qui va devenir associé avec lui dans sa société et qui va injecter une partie de l'apport personnel requis pour mener à bien le projet, ou ils veulent se le faire donner. Ça peut être une donation, notamment des ascendants, par exemple. Voilà. Audrey Allien, on l'a dit en introduction, vous êtes DRH régional franchise pour l'enseigne Carrefour. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment vous arrivez à accompagner des entrepreneurs avec un faible apport dans un marché de l'alimentaire qui peut être parfois demandeur en investissement financier parce qu'il y a des locaux, comme on le disait, mais il y a aussi du stock. Vous arrivez à proposer à des entrepreneurs de se lancer avec moins de 10 000 € d'apport. Concrètement, comment faites-vous ? Effectivement, en fait, chez Carrefour, c'est dans notre ADN. Depuis toujours, on propose à nos candidats et à nos futurs franchisés de nous rejoindre à partir de 7 500 €. Donc pour ça, on leur propose en fait de nous rejoindre via la location gérant. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et on le propose pour nos enseignes de proximité, mais aussi pour nos enseignes Carrefour Market. Donc on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Justement, à quel type de profil est adressé ce modèle de location-gérance ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles enseignes du groupe sont concernées ? Parce que ça ne concerne peut-être pas toutes vos enseignes. Presque toutes. On propose la location-gérance à partir de 7 500 € pour toutes nos enseignes de proximité, Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Express et aussi Carrefour Montagne. Et puis également Promocash et Supéco, qui sont aussi deux enseignes du groupe Carrefour. Et puis vu qu'on est encore dans le thème, à moins de 50 000 €, on a Carrefour Market avec un apport à partir de 30 000 €. Vous me parliez des candidats à la location-gérance. Honnêtement, on a tout type de candidats qui peuvent nous rejoindre, aussi bien des personnes déjà dans le monde de la grande distribution
qui ont déjà travaillé pour l'enseigne Carrefour, qui étaient salariés, qui souhaitent se lancer, des personnes qui étaient dans d'autres enseignes. Et puis on peut avoir des profils totalement atypiques. On peut avoir des gérants de discothèques très récemment. On a un tennisman, on a des banquiers. Voilà, on a vraiment tout type de profil. Justement, Cécile, pour rebondir sur la location-gérance, le système peut parfois faire peur ou alors est encore méconnu et victime d'idées reçues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principaux aspects à connaître sur ce modèle entrepreneurial et les éventuelles précautions à prendre quand on est entrepreneur ? Alors finalement, c'est un système qui est assez ancien, qui n'est pas nouveau, mais qui est, je dirais, assez récemment utilisé par les enseignes en complément au système de la franchise traditionnelle. Le principe de la location-gérance est très simple. Je suis franchiseur, je suis propriétaire d'un fonds de commerce, d'un commerce qui tourne déjà, que j'ai financé, qui a une clientèle, qui a peut-être déjà des salariés, et je vais vous louer clé en main. Et donc vous, porteur de projet et franchisé, vous n'avez pas besoin de financer tout ce qui est travaux, tout ce qui est agencement, l'achat du droit au bail. Vous allez prendre clé en main le commerce et l'exploiter. Et cette exploitation, vous allez la faire comme un vrai chef d'entreprise. Vous allez être chef d'entreprise, vous allez générer un chiffre d'affaires que vous allez encaisser et vous allez régler vos charges. Vous allez porter la masse salariale, vous allez porter tout ce qui est charges d'exploitation. Vous allez évidemment payer le stock de marchandises. Tout cela en lien avec le propriétaire du fonds de commerce auquel vous allez reverser ce qu'on appelle une redevance de location-gérance ou un loyer de location-gérance. Et ça permet donc, pour rebondir sur les propos d'Audrey, à des candidats qui ont finalement un apport très faible, d'accéder à la gestion d'un commerce comme un entrepreneur et de générer un chiffre d'affaires comme un entrepreneur. Alors sur les précautions à prendre par rapport à la location-gérance, évidemment, c'est un contrat qui engage pour une durée déterminée, qui est déterminée d'ailleurs de manière assez libre entre les parties, et donc c'est un contrat qu'il faut étudier pour comprendre évidemment le mécanisme juridique, mais également le mécanisme financier. Quelles sont les charges qui vont être refacturées au locataire gérant ? Dans quelle mesure celui-ci est-il tenu des travaux pendant toute la durée de la location-gérance ? Et également, un point qu'il faut avoir à l'esprit, en fin de location-gérance, si le contrat ne prévoit pas d'accession à la propriété du fonds de commerce, la location-gérance prend fin et le commerçant reprend la vie qu'il souhaite, mais ne conserve pas le fonds de commerce. Mais parfois, il peut avoir une option d'achat ou un engagement d'achat. Je pense qu'on va le développer après. Justement, on comprend que la location-gérance, ça peut être un tremplin vers l'entrepreneuriat et vers la franchise pure et dure. Audrey Allien, quelle est l'étape d'après pour vos locataires gérants au sein de Carrefour ? Sous combien de temps ils peuvent évoluer ? Pour Carrefour, la location-gérance, comme le disait très bien Cécile, pour nous, c'est vraiment une étape. L'objectif, c'est qu'à la fin de chaque année, on fasse un inventaire général qui va nous indiquer le résultat net qui a été dégagé. Et lorsqu'il est positif, il est bloqué et il vient augmenter le capital et donc l'apport initial qui avait été placé pour permettre au locataire gérant de se constituer un apport. Et cet apport va ensuite lui permettre d'investir et de devenir propriétaire de son fonds de commerce. Donc on établit que chez Carrefour, c'est entre 3 et 4 ans pour constituer cet apport et pour ensuite basculer sur le système de la franchise. De votre côté, Lionel Dindian, vous êtes directeur général de Mailboxes, etc. Votre concept est spécialisé dans les services aux entreprises, impression, envoi de colis, etc. Mais il y a aussi plein d'autres facettes du métier. Quels sont les investissements nécessaires pour se lancer en franchise avec votre enseigne et quel est l'apport minimal que vous demandez aux candidats ? Alors aujourd'hui, pour développer un concept Mailboxes, etc., dans toutes les villes en France à peu près, on est sur un investissement de base de 90 000 euros. Avec un apport personnel qui est entre 45 et 50 000 euros. J'irais même entre 40 et 50 000 euros. Ça va dépendre un petit peu de la ville où on va s'installer, de ce que le franchisé attend au moment de son lancement d'activité. Mais voilà, on est sur cette fourchette-là, qui est une fourchette relativement basse, je pense, en général dans la franchise. Cécile Pesquine, aux yeux des candidats, le critère de l'apport personnel, est-ce un critère essentiel justement dans le choix de l'enseigne ? Et surtout, selon vous, est-ce qu'il doit l'être ? Alors, c'est évidemment un critère déterminant, essentiel, puisqu'il faut avoir les moyens de ses ambitions et les ambitions de ses moyens. Donc, évidemment, on doit cibler un concept et un réseau en phase avec sa capacité à disposer d'un apport personnel. Mais ça n'est pas le seul critère et ça ne doit pas l'être, évidemment. La première question à se poser quand on décide de rejoindre un réseau, c'est est-ce que je suis amoureux de ce concept ? Est-ce que je suis vraiment fan de ce franchiseur ? Est-ce qu'il m'inspire une confiance qui peut justifier que je vais me marier avec lui ? Parce que le contrat de franchise ou le contrat de location-gérance, c'est un contrat qui engage pour une durée déterminée. Il n'y a pas de porte de sortie en cours de route, sauf sortie de piste. Et donc, il faut vraiment se demander
demander si on a la capacité à vraiment épouser les valeurs de l'enseigne. Donc il y a aussi ce critère-là à prendre en compte. Et puis évidemment, il y a des critères très objectifs et terre à terre. Je suis commerçant, je vais m'engager aux côtés d'une enseigne, mais je reste commerçant. Et donc avant de m'engager, je vais faire une étude de marché, une vraie étude de marché, moi, candidat à la franchise, peut-être en me faisant accompagner par un cabinet spécialisé en la matière. Donc le résultat de cette étude de marché doit être pris en compte et pour moi est aussi déterminant. On ne peut pas se contenter de se dire tiens, je vais ouvrir à tel emplacement parce que je suis du cru et qu'il y a un emplacement disponible. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche de l'étude de marché. Et également aussi, il faut tenir compte de sa vie personnelle et de sa projection en termes de vie personnelle. Si j'ai la disponibilité pour exploiter un commerce 7/7 avec un concept qui tourne tout au long de l'année sans interruption, je peux y aller. Si j'ai des contraintes familiales, des contraintes personnelles différentes, il faut que je m'oriente vers un concept qui soit en phase avec mon train de vie. Donc, tous ces critères doivent être pris en compte, un peu à la manière dont on réalise aujourd'hui un bilan de compétences quand on est salarié. De la même manière, quand on est candidat à la franchise, il faut se poser toutes les questions sur tous les plans et pas seulement celui de l'apport personnel. Est-ce que selon vous, les enseignes doivent absolument fixer un minimum d'apport personnel à demander aux candidats ou elles peuvent être en mesure d'accompagner tous les profils de candidats, quel que soit leur financement disponible ? Alors aujourd'hui, on est sur un marché où il est compliqué de recruter des candidats à la franchise, des franchisés, parce qu'on a de plus en plus d'enseignes et qu'on a finalement des candidats à la franchise qui sont plus prudents. Et puis on a aussi des sujets en termes d'investissement qui augmentent avec l'inflation, le coût de loyer et les banquiers qui forcément sont parfois un peu plus frileux. Et donc les enseignes vont être un petit peu plus innovantes. Et la preuve en est avec Carrefour. Moi, je n'aurais jamais imaginé qu'avec 7 500 €, on peut être à la tête d'un Carrefour et puis qui plus est, en 3-4 ans, devenir vraiment franchisé, pleinement propriétaire Carrefour. Donc les enseignes innovent, elles réfléchissent à d'autres modèles, mais ça n'est pas forcément systématique. Vous allez avoir des concepts qui traditionnellement ne vont pas pouvoir être développés au moyen de la location-gérance parce que les emplacements sont peut-être trop éloignés, trop compliqués à acquérir et où là on va en effet être catégorisé en fonction de l'apport personnel. Justement, Lionel Dingian, vous nous avez expliqué, vous demandez entre 40 et 50 000 € d'apport à vos candidats. Mais si vous avez un candidat qui coche toutes les cases, que ce soit en termes de profil, de compétences et de managérial ou autre, mais qu'il n'a pas le financement nécessaire, est-ce que vous avez moyen de l'accompagner, Comment faites-vous ? Alors, déjà, sur le point du financement et de l'apport personnel, cet apport personnel va constituer le fonds de roulement du franchisé. Donc, on va travailler de toute façon pour qu'il démarre au minimum avec ce montant-là, parce que c'est aussi important pour pouvoir développer le franchisé et pour qu'il puisse être serein sur ses premières années de développement. On est dans un business de service aujourd'hui en termes d'activité et on sait qu'il va avoir besoin d'un fonds de roulement pendant ces 12 premiers mois pour pouvoir continuer à développer son activité. C'est notre responsabilité de faire en sorte qu'il les ait. Donc on ne prendra pas le risque, nous, aujourd'hui, d'y aller avec moins en se disant s'il marche bien et qu'il se développe bien, on a de la chance. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va vraiment démarrer avec cette partie-là. Mais pourquoi justement ? Parce que c'est un secteur d'activité où le chiffre d'affaires met du temps à démarrer, où l'activité met du temps à rentrer ? Exact. Lorsqu'on travaille sur une activité où on va avoir des clients B2C et des clients B2B, les clients B2B mettent 6 mois à arriver à peu près, donc on a besoin de ce fonds de roulement pour pouvoir les accompagner pendant cette durée-là. On a besoin que le franchisé soit serein, qu'il soit détendu aussi dans son activité en termes de développement et qu'il ne soit pas stressé dès le 2e mois parce qu'il lui manque effectivement du financement. Donc on a besoin de cet élément-là. Après, pour répondre à la question sur si on a le profil qui coche toutes les cases et ça nous arrive, on va travailler avec lui et comme le disait Cécile auparavant, soit on va travailler avec lui pour essayer de voir si on ne peut pas le mettre en contact aussi éventuellement avec un associé, parfois un associé actif. Donc on a aujourd'hui des franchisés qui sont des multi-franchisés chez nous et qui sont prêts parfois à accompagner quelqu'un de plus jeune qui n'a pas forcément les financements au démarrage pour pouvoir l'accompagner et développer son activité. C'est de l'argent qu'il va récupérer auprès de ses proches, de la famille. On a aussi un certain nombre d'aides comme des prêts d'honneur qui peuvent être récupérés aussi en local. On peut avoir des aides de la chambre de commerce, des aides de la mairie. Ça dépend de l'endroit où on va s'installer. On a essayé, enfin on n'a pas essayé, on l'a fait en l'occurrence sur 2 concepts avec un organisme qui s'appelait Impact Partenaire également, pour pouvoir développer dans ce qu'on appelle des zones prioritaires, les quartiers prioritaires de la ville. Donc on l'a fait également 2 fois. Ça permet d'avoir
un apport un peu moins élevé et eux sont là pour compléter l'apport. Je ne dis pas que ça fonctionne non plus toutes les fois parce qu'il faut être au bon endroit déjà, ça c'est déjà la priorité du modèle. Et après on va essayer d'accompagner effectivement des franchisés par le biais d'associations, de partenaires ou d'autres franchisés. Mais on est quand même obligé, et c'est ce qu'on recherche quand même, c'est que le franchisé démarre au moins avec ses 40-45 000 euros. Pour nous, c'est indispensable. C'est une bouée de sauvetage en quelque sorte. Et je dirais que l'autre aspect, il faut pas oublier en fait qui on a en face. En face, c'est la banque. Donc la banque, elle, très clairement, ça l'intéresse si on apporte au minimum 35% aujourd'hui d'apport personnel. En dessous, dans notre cas, en tout cas dans notre concept, c'est plus compliqué. Audrey Allien, même question pour vous. Vous avez détaillé le système de location-gérance permettant aux profils avec peu d'apport personnel de se lancer, mais est-ce qu'il est possible pour vous d'aller encore plus loin et d'accompagner des profils qui ont moins d'apport personnel ? On voyait la capacité des enseignes de solliciter des tiers comme Impact Partners. Est-ce que vous êtes en mesure aussi de proposer cet accompagnement-là ou pas du tout ? Alors chez Carrefour, on va pas utiliser des tiers pour augmenter éventuellement l'apport. Par contre, effectivement, on a pris conscience que certains profils, notamment les jeunes diplômés qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat après leurs études, étaient parfois bloqués par l'apport de 7 500 €. Donc on a été innovant et on a réfléchi maintenant, il y a 4 ans, un programme qui s'appelle le Parcours Futur Entrepreneur, qui s'adresse à des jeunes diplômés qu'on va prendre en formation pendant 1 an via un contrat d'alternance et à qui on proposera à l'issue de ce parcours de nous rejoindre à partir de 2 500 €. Cette année d'alternance va donc leur permettre également de continuer à faire grossir leur apport. Nous, ça va aussi nous sécuriser sur le fait que dans la relation, on a déjà pu travailler pendant 1 an avec eux et les former pleinement au concept. Et puis du coup, pour eux, la location-gérance durera peut-être entre 4 et 5 ans. On va peut-être avoir 1 an de plus de location-gérance jusqu'à avoir un capital suffisant pour pouvoir ensuite investir. Mais c'est la 4e année, là on lance en ce moment la nouvelle promo. Et donc on a déjà un peu de recul sur ça et on est très satisfait de cette opportunité. Est-ce que vous avez déjà du recul sur ces personnes qui sont passées par ce programme-là et qui aujourd'hui vont basculer vers un contrat de franchise classique ou c'est encore trop tôt pour l'avoir ? Non, on a des exemples, effectivement. On a des personnes qui se sont dit, finalement, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas ce que j'imaginais, donc qui ont quitté le réseau. On a des personnes pour qui c'était parfois un peu tôt, qui sont devenus adjoints de magasins et qui prendront une franchise plus tard. Mais on a aussi énormément de candidats. Maintenant, on a entre 10 et 20 personnes par promotion. En tout cas, les premières promotions étaient de 10 personnes et puis la dernière promo faisait 30 personnes. Donc, on a un très fort engouement des candidats et on a plein de retours d'expérience maintenant de candidats qui ont leur propre magasin et qui sont aujourd'hui locataires gérants. On n'a pas encore de franchisés, mais je pense que ça ne saurait tarder. Au-delà de l'apport personnel, il y a une notion qu'on a évoquée, c'est le fonds de roulement, c'est la trésorerie qui est nécessaire pour le franchisé afin de lancer sereinement son activité. Cécile Pesquine, pourquoi est-ce important de ne pas penser qu'à l'apport personnel et à l'investissement initial quand on choisit une enseigne ? En effet, il faut disposer d'un matelas suffisant pour faire face à toutes les situations qu'un commerce peut rencontrer. En tant qu'avocat de franchiseur, on a parfois des dossiers qui vont se retrouver au contentieux devant un juge pour la seule raison qu'il n'y avait finalement pas une trésorerie, un fonds de roulement suffisant qui avait été mobilisé sur le projet. Un exemple concret, c'est celui des travaux. Les travaux qui vont prendre du retard, soit parce que l'entrepreneur n'a pas tenu le planning parce qu'il était trop ambitieux, soit parce qu'on a rencontré un imprévu, un mur qu'on n'avait pas identifié, une poutre ou autre. Dans cette hypothèse-là, si on n'a pas un matelas suffisant pour payer le loyer et retarder l'ouverture et retarder la rentrée de chiffre d'affaires, eh bien, on va se retrouver en difficulté très rapidement et nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui en faillite, finalement, subissent les conséquences de cette absence de fonds de roulement. Ça, c'est sur la partie démarrage, mais ensuite, pendant toute la vie du contrat de location-gérance ou de franchise et du commerce en général, on va évidemment faire face à des imprévus. On a eu l'imprévu lié au Covid, où l'État a accompagné les entrepreneurs, mais a prêté de l'argent. Et donc aujourd'hui, il faut rembourser cet argent. Et donc les entrepreneurs qui ont su constituer cette trésorerie, ce matelas avec les prêts garantis par l'État, sans le dépenser, peuvent aujourd'hui rembourser leurs emprunts sans avoir de difficultés. Ceux qui n'ont pas su conserver ce matelas-là se retrouvent en difficulté. On a d'autres cas de figure où on va rencontrer des imprévus, comme par exemple des travaux qui vont se trouver ponctuellement à proximité du commerce, qui vont impacter très clairement les flux et la clientèle
et donc le chiffre d'affaires, dans cette hypothèse-là, on doit quand même payer son bailleur, on doit quand même payer ses salariés, ses charges courantes, et Dieu sait qu'elles augmentent tous les jours, et il faut avoir une trésorerie suffisante pour faire face à cet imprévu. Donc c'est vraiment une nécessité impérieuse pendant toute la durée du contrat de location-gérance de franchise que de disposer de ce fonds de roulement et d'avoir une gestion prudentielle à cet égard. Et d'ailleurs, la valeur de l'entreprise, si on est amené à la céder en tant que franchisé a posteriori, va également dépendre de la trésorerie que le commerçant a su réussir à mettre de côté. Donc c'est vraiment un point très important. En tant qu'enseigne, Lionel Dindian, comment vous accompagnez? Vous avez parlé de comment renforcer un peu l'apport personnel, mais sur ces questions de trésorerie et de fonds de roulement, est-ce que vous avez moyen d'accompagner vos candidats à la franchise? Alors on les accompagne de plusieurs façons. La première, déjà, c'est de s'assurer qu'ils ont vraiment cet argent et qu'ils l'auront au moment où ils vont démarrer. Parce que entre le jour où on se rencontre et le jour où ils vont ouvrir, il peut se passer 6 mois. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous aurez cet argent-là 6 mois plus tard. Ça, c'est vraiment capital pour nous. Après, on va les accompagner sur un certain nombre de choses. On va les accompagner sur la recherche des locaux. On va les accompagner justement sur le montage de leur business plan. Et c'est sur toute cette partie-là, aujourd'hui, qu'ils vont se rendre compte de l'importance d'avoir cette trésorerie au bon moment. Ce qu'on va beaucoup travaillé, notamment on a un département qui accompagne aussi sur les travaux, justement ce dont on parlait, sur les locaux. Nous on a la chance d'avoir des locaux, on n'a pas besoin d'avoir un local avec un emplacement numéro 1, donc la partie immobilière n'est pas très importante chez nous, mais c'est quand même très important en phase de démarrage, comme je l'ai dit au démarrage, enfin comme je l'ai dit au début. Notre première année est relativement basse, c'est-à-dire que pour vous donner une idée, en année 2, on va doubler le chiffre d'affaires de l'année 1, voire 2 fois et demi, et en année 3, on fait encore 50% au-dessus. Donc on a une montée en puissance, donc on doit mobiliser en tout cas les ressources sur la première année et faire en sorte d'avoir le point mort le plus bas possible. Donc ça, c'est tout notre travail. Et on va commencer à travailler avec nos franchisés, notamment lors de la formation, pour qu'ils commencent à dépenser le plus tard possible. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à travailler, faire une étude du marché, voire vendre, avant d'avoir ouvert leur centre, pour pouvoir déjà constituer un petit matelas et éviter de piocher dans leur trésorerie mois après mois. Même question pour Carrefour. Comment vous les sensibilisez à ces notions de trésorerie et de fonds de roulement? Est-ce que vous avez un moyen de les accompagner? Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. On a également un parcours de formation. Quand un futur franchisé nous rejoint, il a 1 mois de formation. Dans ce module de formation, on a tout un item sur la relation financière et la création d'entreprise pour les aider dans cette démarche. On les met aussi en relation très vite avec un cabinet comptable, en tout cas référencé chez nous, partenaire, pour qu'ils puissent très vite avoir leur contact et qu'ils se fassent conseiller. Il y a plein de nouvelles problématiques qui arrivent pour un futur franchisé, de gestion de patrimoine, de fiscalité, qui sont des nouvelles problématiques. Et donc la formation est très importante pour eux. Et puis on a des conseillers de franchise qui, tout au long de leur relation avec Carrefour, vont pouvoir les accompagner au quotidien. Alors on l'a évoqué, vos concepts respectifs nécessitent des points de vente, que ce soit un commerce ou une agence. Ce sont des charges supplémentaires forcément dans l'investissement global. Comment appréhendez-vous cette question pour limiter l'impact justement sur l'investissement et le besoin en fonds de roulement des candidats? Peut-être chez Carrefour, vous pouvez nous expliquer comment vous... Oui, c'est vrai que ça fait peur parce que dans un magasin alimentaire, on voit tout de suite le stock et la valeur de stock que ça peut représenter. Donc ce sujet, on l'évince très rapidement auprès des candidats. Enfin, l'évince. Il faudra payer, mais on propose des échéances en fait pour qu'on puisse prendre sereinement son magasin. Et ensuite, on va avoir 4 systèmes d'échéances pour le remboursement du stock de départ. Ça, c'est le premier point. Et puis pour le fonds de roulement, on va proposer de façon très simple aux partenaires de payer sa livraison 19 jours après la réception de la marchandise, ce qui va permettre aux partenaires et à ses collaborateurs de vendre et de réaliser du chiffre d'affaires qui vont lui permettre de payer sa facture et ainsi d'avoir un glissement et un fonds de roulement qui soit confortable pour lui. Chez Mailboxes, vous l'avez dit, vous n'avez pas besoin d'emplacement numéro 1, mais j'imagine que ça a forcément un impact quand même sur l'investissement. Alors, ça a un impact, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même type de concept que chez Carrefour. On n'a pas de stock, donc on est une enseigne de service. Donc déjà, le franchisé n'investit pas dans du stock au démarrage. Enfin, il a un peu de stock de matériel, mais je dirais que c'est quand même très limité. Ça fait partie aussi de son investissement de départ. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas effectivement sur des emplacements numéro 1.
Donc ça permet de limiter, on ne paye pas de porte, ni de droit d'entrée généralement dans les locaux. Ça nous est arrivé 1 ou 2 fois parce qu'on avait une situation qui était vraiment intéressante pour nous. Et le loyer aujourd'hui, enfin toutes les charges autour d'un centre représentent moins de 5% du chiffre d'affaires moyen des franchisés. Donc on essaye toujours de se limiter à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est notre rôle aussi de conseiller le franchisé sur la recherche du local. Souvent, en arrivant, le franchisé se projette des fois avec des locaux qui sont beaucoup plus chers que ce que nous, on avait imaginé. Ils se disent, je me vois ici, ça me paraît beaucoup plus sympa. Et en fait, à nous de lui expliquer qu'en fait, il n'y a pas forcément d'intérêt à être là et qu'on a d'autres types de locaux qui seront peut-être moins chers, sur lesquels on va développer le même type de chiffre d'affaires. Donc, la localisation, le local pour nous est extrêmement important puisque c'est un lieu où on va recevoir nos clients et c'est le lieu où on va gérer toute notre logistique, donc c'est indispensable de l'avoir, mais c'est pas ça qui fera le succès d'un franchisé demain, en tout cas. Ce qui ressort de ce que vous nous détaillez, c'est l'accompagnement et le fait que vous épaulez beaucoup les candidats. Moi j'ai une question, Cécile, sur la limite entre l'accompagnement et l'ingérence que ça peut procurer d'accompagner trop son candidat à la franchise. Quels seraient les points de non-retour à pas dépasser quand on est candidat à la franchise, parce qu'on est quand même patron et on a nos propres décisions. Donc il faut écouter l'enseigne, mais aussi être maître de ses décisions. Comment faire concrètement ? C'est un curseur compliqué à positionner, une petite nuance à apporter entre en effet l'indépendance et l'immixtion. Je pense que les exemples des 2 enseignes qu'on a là sont très parlants. Le franchiseur, il a une expérience, un savoir-faire aguerri depuis très longtemps. Et là, c'est vraiment le cas chez les 2 enseignes qui sont autour de la table. Et il est vraiment là pour donner son retour d'expérience sur, quand on parle de l'emplacement, quel est le bon emplacement. Quand on parle de l'apport personnel, du fonds de roulement, quel est le bon montant de fonds de roulement. Parce qu'il a cette expérience et qu'il a rencontré des situations par le passé qui ont pu être problématiques. Donc, à mon sens, le candidat à la franchise doit être à l'écoute et ne doit pas s'obstiner au risque, sinon, en effet, soit de ne pas aller jusqu'au bout avec le franchiseur qui ne voudra pas avancer avec un candidat qui se positionne sur un emplacement qui n'est pas adapté, ou au risque d'avoir des déconvenues très rapidement. Donc il y a naturellement cette nécessité pour le candidat d'être à l'écoute, tout en restant entrepreneur, ce qui veut dire qu'il doit avoir son propre expert comptable, que le franchiseur peut lui recommander sans difficulté, mais vraiment comprendre le business plan qu'il va élaborer avec son expert comptable, et également qu'il doit être son propre patron sur la recherche de l'emplacement, sur l'étude de marché. Je pense qu'il faut qu'il aille sur le terrain, qu'il se renseigne sur la concurrence. Donc, il y a en effet un curseur qui n'est pas simple à trouver, mais finalement, les 2 positions doivent aller de pair et de concert. Il ne faut pas être en contradiction. Si dès le départ, au stade de la candidature, on se retrouve à s'achoper parce que le franchiseur préconise A et que le franchisé a envie de partir sur B, peut-être qu'il faut se séparer et pas avancer ensemble. Donc c'est un curseur jamais évident à positionner, mais qui se manie très bien en pratique en franchise. Il y a une question qu'on n'a pas du tout évoquée et qui me semble pourtant pertinente de vous poser. C'est la question de la masse salariale, notamment chez Carrefour. J'imagine que le candidat à la franchise, l'entrepreneur, va devoir manager. Quel impact ça a sur l'investissement ? Comment vous le conseillez sur ces points-là ? Alors, quand un candidat à la franchise se présente pour nous rejoindre, nous, on va lui présenter un compte d'exploitation prévisionnel d'un projet qu'on aura identifié comme étant pertinent pour lui. Ce compte d'exploitation, soit c'est un magasin en création, soit c'est un magasin en remodeling. Il va lui présenter le chiffre d'affaires prévisionnel pour les 4 prochaines années et ça inclut une ligne sur les frais de personnel et c'est un taux de frais de personnel. Qui va lui permettre en bas de page d'avoir un résultat positif et de revenir dans le cercle vertueux que je vous expliquais juste avant, de je capitalise pour me constituer un apport. Donc nous, on va lui présenter une préconisation de frais de personnel qui exclut la rémunération du dirigeant. Charge à lui ensuite d'exploiter son fonds de commerce dans la limite de cette enveloppe ou bien de la dépasser pour atteindre aussi l'évolution de son chiffre d'affaires. Il en reste maître, mais forcément, ça aura un impact aussi sur le reste du compte d'exploitation. Comment ça se passe chez Mailboxes, etc. J'imagine qu'on peut commencer seul, mais que très vite, on va devoir quand même se faire accompagner de salariés et embaucher. Donc, comment vous les accompagnez, justement, vos candidats ? Alors, justement, on ne démarre pas seul. D'accord. Il faut démarrer à 2, obligatoirement. Donc, ça, c'est le modèle de démarrage. Pourquoi ? Parce qu'on a une activité extérieure de développement commercial et on a une activité aussi organisationnelle. Donc, c'est vrai que c'est une des questions souvent en nous disant « est-ce que je peux démarrer tout seul ?» Et en fait, c'est quelque chose sur lequel on doit être relativement ferme. Je reviens au point d'avant, justement.
où on place le curseur et où est l'ingérence. Dans ce cas-là, on est très clair sur ce système-là parce qu'on sait qu'un franchisé qui démarre tout seul n'arrivera jamais à se développer, puisqu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller chercher des clients, donc il va rester dans son centre et il ne se passera rien, ou alors il doit fermer son centre et il perd aussi une partie de sa clientèle. C'est un prérequis. C'est un prérequis, automatiquement. Donc on a toujours 2 personnes, et après, comme pour Carrefour, on a des ratios. Je dirais que nos ratios varient en fonction des types de locaux qu'on va avoir. Aujourd'hui, on a des locaux qui sont plutôt des locaux de centre-ville, où on va avoir un mix de services un petit peu différent, avec beaucoup plus de clients entrants, avec des paniers plus faibles. Et on va avoir des franchisés qui vont s'orienter beaucoup plus sur du B2B, sur des locaux en extérieur de ville, avec plus grands, souvent, avec beaucoup plus de B2B, très peu de particuliers. Et donc là, le mix et le chiffre d'affaires par personne, je dirais, est différent. La marge également. Donc je dirais que c'est un mélange entre l'emplacement, le choix du franchisé, et après c'est notre travail également avec nos animateurs sur le terrain de les accompagner. Quand on est dans un métier de service, la vraie différence c'est la masse salariale. Donc il faut être vraiment bien positionné. Je dirais que c'est la masse salariale et c'est l'efficacité de chaque personne. Donc si le franchisé veut s'acheter un peu plus de confort, on va dire, et qu'il décide d'avoir une personne supplémentaire, il est certain que sa rentabilité sera affectée. Donc tout se fait à ce niveau-là. Et là, pour le coup, on ne peut pas décider non plus pour le franchisé. On peut lui recommander, on peut lui expliquer ce qu'il faut faire. S'il a décidé de le faire autrement, d'avoir une personne de plus parce qu'il pense qu'il va se développer plus vite, on va l'accompagner dans ce sens-là. S'il estime qu'il veut essayer de limiter au maximum ses charges, on va l'accompagner également dans ce sens-là. Notre rôle, c'est de les accompagner, mais pas de décider sur ce genre de choses à leur place. Oui, parce qu'il faut rappeler que le franchisé reste son propre patron. Exactement. Et maître de ses décisions stratégiques, même si vous êtes là pour l'épauler en tant qu'enseigne. Un mot sur le modèle de la franchise. Cécile Pesquine, quels sont les concepts et les secteurs d'activité qui nécessitent, selon vous, des apports moins importants que d'autres ? Alors, je ne citerai pas de marque. Il y en a 2 autour de la table, et du coup, qui nous permettent de considérer qu'en fait, dans des secteurs d'activité très variés, on peut devenir franchisé avec un apport personnel réduit. Traditionnellement, c'est vrai qu'on est sur le commerce de services qui va requérir des apports personnels moindres, puisque justement, il n'y a pas toujours de nécessité d'avoir un emplacement. Vous avez énormément de concepts aujourd'hui sur des prestations de services dans le domaine des travaux, dans le domaine de la prestation de services intellectuels, de l'accompagnement, du conseil, du coaching, qui ne nécessitent pas du tout d'avoir un local où on va accueillir du public, où on doit être visible du public. Et donc, ça va évidemment permettre d'avoir un apport personnel qui est réduit par rapport à des concepts de retail traditionnels où il faut un emplacement numéro 1 avec du flux. En restauration, tout ce qui est restauration place assise, donc traditionnelle, va évidemment impliquer d'avoir un apport personnel un peu plus conséquent, parce qu'il faut avoir un emplacement avec une vraie cuisine, avec éventuellement une extraction. Il y a souvent un pas de porte associé ou une reprise de fonds de commerce. En restauration rapide, on peut trouver des cellules qui sont plus petites et qui permettent finalement, avec un apport personnel réduit, également de devenir franchisé. Donc c'est vraiment multisectoriel. Ça n'est pas réservé à un seul secteur. Ça va dépendre du concept et du positionnement du franchiseur. On l'a dit tout à l'heure un petit peu rapidement, il peut être compliqué pour les enseignes de recruter des candidats et parfois on avance des chiffres pour pouvoir attirer les futurs franchisés. Pourquoi faut-il parfois se méfier de ces chiffres à annoncer par les enseignes et à quoi faut-il être vigilant en tant que candidat à la franchise ? Je pense qu'il ne faut pas forcément se méfier des chiffres. Si les chiffres sont communiqués, c'est qu'a priori ils sont vrais. Sinon, on tombe dans ce qu'on appelle le dol ou le mensonge sur le plan juridique. En revanche, les chiffres qui sont communiqués ne donnent pas une vision exhaustive de ce qui va être réalisé par le franchisé si jamais il franchit le cap et rejoint le réseau. Et donc, les chiffres sur lesquels une enseigne communique traditionnelle sont le chiffre d'affaires moyen, le nombre de salariés moyen, l'apport personnel moyen requis, mais ça va être des moyennes. Parfois, on peut avoir une échelle avec le plus haut, le plus bas, le milieu. Mais ensuite, il faut vraiment que le candidat fasse la démarche qu'on a évoquée juste avant, réaliser son business plan avec son expert comptable en tenant compte des moyennes du réseau pour ensuite, lui, se projeter et déterminer quel peut être son chiffre d'affaires cible et quelles vont être ses charges à lui. Donc, il faut vraiment se dire que les chiffres communiqués par le franchiseur,
sont synthétiques et ne sont pas exhaustifs. Et il lui appartient de faire une vraie étude sur la partie chiffrée. Et là encore, le franchiseur ne va pas communiquer tous les chiffres de toutes les entreprises du réseau. En revanche, le franchisé, lui, peut de manière aujourd'hui très facile avec Internet se procurer les chiffres de pas mal de franchisés du réseau. Il peut également prendre attache avec des franchisés déjà en place sur des typologies d'emplacement comparables pour savoir quels sont les chiffres réalisés, quels sont les niveaux de charge, et ça lui permet de se projeter sur ce qu'il va ensuite pouvoir inscrire dans son business plan. Donc, se méfier des chiffres, mais surtout ne pas se limiter aux chiffres communiqués, avoir une vraie démarche journalistique, pour reprendre le terme qui vous est propre, et enquêter avant de se lancer, c'est vraiment important. On l'a dit tout à l'heure, les candidats peuvent être un peu plus frileux à entreprendre. On connaît des temps économiques et politiques un peu troublés. Lionel Dindian, est-ce que vous sentez que c'est plus compliqué de convaincre les candidats aujourd'hui ? Depuis 2 ans, effectivement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'avoir des nouveaux candidats surtout. Je ne sais pas si c'est plus compliqué de les convaincre, mais je trouve qu'il y a moins de candidats en général. On est dans effectivement des périodes un peu plus troublées, donc les gens se disent je suis en place et je vais peut-être pas me lancer tout de suite. À l'inverse, malheureusement, avec des crises successives, on a aussi beaucoup de gens qui tombent dans des plans sociaux, donc c'est parfois le moment pour eux de se dire ok, je me lance, j'arrive avec un petit pécule et je vais pouvoir démarrer mon activité. Je pense qu'il est important pour nous de pouvoir communiquer correctement, de communiquer les bons chiffres. Nous, on essaye de dire à nos candidats à la franchise d'aller visiter d'autres centres, donc discuter avec d'autres franchisés. Je pense qu'on essaye d'être vraiment en transparence sur nos chiffres. On a des franchisés qui réussissent mieux que d'autres, c'est un fait. Mais je dirais que le succès, il est différent aussi en fonction de ce qu'attend le franchisé. On va avoir des franchisés aujourd'hui qui cherchent à développer un business pour les 5 prochaines années et qui vont partir en retraite, donc ils décident de se lancer. On en a d'autres qui ont des ambitions beaucoup plus importantes. Donc je pense que le succès ou l'échec, c'est pas forcément de rater, c'est de rater ce qu'on avait prévu ou ce qu'on avait imaginé. Donc pour certains, l'échec est pas au même niveau et le succès non plus d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut être transparent, pouvoir expliquer. Nous, on est dans un concept de service, donc il est clair que le franchisé est vraiment au cœur du modèle. Et ça va être également son dépassement qui fera qu'il amènera son activité à un niveau. Cette frilosité, vous la sentez vous aussi du côté de Carrefour ? Quelle est votre analyse par rapport à ça ? Je suis assez d'accord avec ce que Lionel explique. On a vraiment senti une cassure post-Covid entre le flux de candidatures naturelles qu'on pouvait recevoir. Et ça nous amène forcément à nous remettre en question et à trouver des nouvelles sources d'attraction et de recrutement de ces futurs franchisés. Donc chez Carrefour, on a une équipe communication qui est dédiée à ces sujets, qui va vraiment alterner entre des événements physiques comme le salon de la franchise, qui sont pour nous des éléments essentiels pour aller à la rencontre des nouveaux franchisés, mais aussi des nouveaux canaux, et notamment la cooptation qui se développe énormément, qui est devenue d'ailleurs la première source de recrutement dans notre réseau, les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, ça nous pousse à trouver de nouvelles sources qui très rapidement se sont imposées pour nous comme des valeurs sûres. 7 franchisés sur 10 sont d'anciens salariés. Pourquoi, selon vous, en tant qu'enseigne, le modèle de la franchise est à privilégier quand on souhaite entreprendre, et notamment quand on n'a pas beaucoup d'apports ? Audrey ? Je pense que c'est rassurant. En tout cas, si je prends l'exemple de Carrefour, vous avez un salaire garanti pendant 12 mois qui fait partie du compte d'exploitation prévisionnelle parce que vous êtes locataire-gérant. Donc ça veut dire que je crée ma société, mais pendant ce contrat de location-gérant, j'ai un salaire net garanti pour moi. Donc on voit aussi les choses forcément différemment. Je pense aussi qu'il y a ce besoin d'indépendance. Si je quitte le salariat, c'est aussi pour avoir ma propre vision, mes propres décisions, tout en ayant un garde-fou qui est le franchiseur, qui va me conseiller, parfois me dire attention, là on n'aurait peut-être pas fait comme ça. Donc je pense que c'est rassurant. Même question pour conclure. Je pense qu'il y a une question financière, ça c'est certain, mais je pense qu'il y a aussi une question d'idée. Donc tout le monde n'a pas une idée géniale pour pouvoir lancer son concept. Donc je pense que ceux qui l'ont, mais je crois que c'est très important et c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on a des candidats à la franchise qui viennent à nous et qui ont déjà des idées, moi je leur dis qu'il est très important de bien analyser ça. Je dirais qu'il y a 3 façons pour nous.
soit vous créez tout seul votre concept et vous avez une bonne idée, vous avez les fonds qu'il faut, et ben faut y aller. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir, mais en tout cas, je pense que c'est ce dont vous avez envie. Il y a ouvrir une franchise, il y a reprendre une franchise. On a aussi, c'est un autre modèle, je dirais, sur des candidats qui ont moins le temps, qui préfèrent reprendre un centre existant qui tourne déjà. C'est encore plus rassurant. C'est peut-être un peu plus cher. Mais effectivement, je pense qu'il y a un aspect financier, il y a un aspect expertise. Donc tout le monde ne vient pas. Nous, on apporte aujourd'hui une formation, des outils. Donc on le sait aujourd'hui, tout ce qui est outils informatiques devient de plus en plus important dans l'ensemble des réseaux. Donc il faut pouvoir les développer. On apporte une expertise, on apporte des partenariats avec des fournisseurs, des transporteurs. Enfin, la vraie question à se poser, c'est est-ce que je pourrais le faire tout seul pour moins cher ? Je pense que c'est ça le vrai sujet. Et souvent... La question est souvent non. La question est souvent non, effectivement. Donc, et ce qu'on demande aux candidats, c'est de venir, par contre, avec ses compétences et son expertise. Donc c'est ça qu'il doit aujourd'hui mettre dans l'entreprise. Nous, on apporte un concept avec des outils, une boîte à outils. Et lui, c'est de savoir utiliser les outils au mieux. Voilà. Cécile, même question. Selon vous, pourquoi le modèle de la franchise est à privilégier quand on souhaite entreprendre aujourd'hui ? Je pense que la question a été parfaitement adressée par mes camarades. Donc, très clairement, c'est un modèle qui permet de bénéficier d'un savoir-faire existant et d'une notoriété forte. Attention, ça peut être un handicap si on fait appel aux mauvais franchiseurs. Tout le monde aujourd'hui peut se proclamer franchiseur. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de réglementation qui valide votre capacité à devenir franchiseur. Heureusement, sur le salon de la franchise, les organisateurs font un tri et vérifient que les franchiseurs respectent les règles admises en la matière. Mais il faut vraiment se poser la question de est-ce que je m'adosse à un réseau qui a les épaules, le savoir-faire, l'antériorité et l'expérience et la capacité humaine à m'accompagner. Donc la franchise est un super moyen d'entreprendre, à condition de faire aussi le bon pari et de choisir la bonne enseigne. Donc vraiment se comporter, encore une fois, comme un investigateur. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été à mes côtés aujourd'hui et nous avoir éclairés sur cette notion d'apport personnel et nous avoir présenté vos enseignes respectives. On peut évidemment vous retrouver au Salon de la franchise du 15 au 17 mars prochain qui se tiendra à Paris, porte de Versailles, au sein du Hall 1. En attendant, n'hésitez pas à préparer votre visite en téléchargeant notre application Franchise Expo Paris et en vous rendant sur notre site internet franchiseparis.com. Vous y retrouverez évidemment la liste des exposants, mais également le programme de conférences qui sera proposé et vous pouvez évidemment vous y inscrire. Et pour encore plus de conseils et de témoignages d'entrepreneurs, n'hésitez pas à visiter notre site tousentrepreneurs.com. À bientôt.